Donc voilà, bon, ayant conclu un premier cycle de questions et réponses avec Thibaut Vézirian, j'ai désormais d'autres questions à lui poser, logiquement. Donc voilà, je vous présente dans cette vidéo les questions qui restent en suspens, certaines qui étaient plus ou moins en ligne avec ce que j'avais posé dans le passé, et d'autres qui complètent le travail fait précédemment. Donc j'ai regardé Sports Integrity Initiative, qui est une publication anglaise qui s'intéresse aux questions d'intégrité dans le sport, qui a fait un article en 2019, 2020, quelque chose comme ça, qui s'attache euh, à la transparence dans la propriété des clubs de football, et notamment en ce qui concerne les aspects de blanchiment d'argent. Donc une équipe d'avocats s'est intéressée à la question. Ils ont publié un article dont je me suis inspiré pour vous donner quelques informations complémentaires là-dessus. Alors, ils ont tiré plein de conclusions différentes. Je vous donne pas l'article en intégralité, mais les points principaux qui sont pertinents, notamment pour la France, c'est que déjà 83% des pays, dont la France, ont l'obligation de divulguer l'identité des propriétaires et investisseurs des clubs. Dans le cas de 5 pays qui incluent la France, on doit divulguer intégralement les propriétaires et investisseurs de clubs football professionnels et y compris non professionnels. Et enfin, il y a 3 de ces pays, dont la France, qui a un organisme qui se charge d'enregistrer les propriétaires de chacun des clubs et qui en garde donc un registre. Donc, question pour Thibaut Bédirian, est-ce que les propriétaires actuels de l'Olympique de Marseille ont bien fait valider leur acquisition par les autorités compétentes? Si ce n'est pas le cas, comment ont-ils fait pour contourner cette réglementation? Est-ce que le fait d'être passé éventuellement par le Delaware expliquerait pourquoi ils n'ont pas été soumis à ça? Concernant le rôle de la DNCG, je me suis attaché à un cas particulier dans le passé. Je crois que c'est la DNCG qui se charge des questions de contrôle de l'identité des dirigeants. J'ai pas trouvé d'informations précises à ce sujet concernant quelle était l'autorité qui était chargée de ce contrôle. Je suppose que c'est la DNCG. En tout cas, dans le passé, on a eu des annonces faites par la DNCG, notamment dans le cadre de la faillite ou quasi-faillite personnelle de Hafiz Mamadov, qui à l'époque était le propriétaire du RC Lens. Euh, il n'avait pas pu honorer ses obligations de paiement et le président de la DNCG lui était tombé dessus en 2014 de manière assez brutale à travers la presse pour expliquer qu'il n'avait pas du tout de confiance en la capacité de M. Mamadov d'honorer ses obligations financières. Et dans les jours qui ont suivi ça, vraiment ça n'a pas mis longtemps, Mamadov a cédé le club sans plus tarder. Alors pourquoi est-ce que la DNCG maintient l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert depuis mai 2021 si jamais ils sont au courant que c'est bien des Saoudiens qui sont derrière l'Olympique de Marseille? Et si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que, en regardant la comptabilité de Franck McCourt, et apparemment d'après ce que nous dit Thibaut Vézirian, Franck McCourt serait aux abois et n'aurait plus les moyens de réinvestir dans le club, pourquoi est-ce que la DNCG n'a pas le même genre d'annonce concernant la faillite imminente du club? Alors, concernant la structure juridique du club, donc ça je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, mais juste pour un petit rappel, on sait que les Saoudiens ils pourraient investir dans OMLLC, mais on pense pas que c'est crédible à cause de l'affaire Khashoggi et des sanctions qui découlent de ça. Donc, comme ça, je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je reviens pas dessus. On pourrait supposer que les Saoudiens passeraient plutôt par l'Irlande, par la Suisse, par le Luxembourg, qui chercheraient plutôt à acquérir McCourt Europe, ce serait logique, en tout cas une holding inférieure. Mais bon, pourquoi acquérir McCourt Europe alors que McCourt Europe apparemment est propriétaire aussi de Project Liberty? Ce serait compliqué pour McCourt de se désengager de l'OM sans se dégager de Project Liberty si l'acquisition se fait à ce niveau-là. Euh, et du coup, c'est probablement pas McCourt Europe, mais plutôt OM SASP qui serait vendu. Ce serait assez logique.
Et OM-SASP, du coup, avec toutes ses filiales incluses dedans, puisqu'elle est propriétaire des filiales, les filiales viendront avec si OM-SASP est acquise. On a aussi une possibilité, je ne vais pas rentrer dans les détails de la manière dont on ferait ça sur le plan juridique et financier, mais c'est possible de créer une société qui soit une filiale de McCourt Europe SAS et qui devienne le propriétaire de OM-SASP. Ça, c'est tout à fait possible, il suffit d'une simple cession interne, auquel cas c'est intéressant pour les Saoudiens. Ça peut aussi se faire au Luxembourg, même si c'est un peu étrange peut-être d'intercaler une holding luxembourgeoise entre deux holdings françaises, donc, probablement plutôt en France, mais bon, ça pourrait être une holding luxembourgeoise. Et les Saoudiens, du coup, investiraient à travers cette nouvelle holding que j'ai appelée Newco. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Alors, est-ce que Thibaut Vézirian peut nous confirmer si l'acte de cession qu'il a en sa possession concerne l'acquisition de OM-SASP ou si ça concerne l'acquisition d'une nouvelle entité? Si jamais ça concerne OMLLC ou McCourt Europe, pourquoi est-ce que les Saoudiens passeraient par là pour acheter des actifs européens? Si ça concerne une entité, une autre entité que celle-là, il me faudra encore plus d'explications parce que pour le coup, ça, j'aurais pas du tout compris. Donc un acte de cession, ça contient habituellement différentes choses qui seront intéressantes à revoir. Ça contient notamment un acheteur, donc ça nous permettrait d'identifier si c'est par exemple, alors c'est juste un exemple, hein, si c'est KHC Holding Luxco SA, ça nous permettra d'identifier que c'est la holding luxembourgeoise qui appartient à Kingdom Holdings Corporation, qui est la société de Al-Walid Ben Talal. Et donc ça nous permettrait de savoir que l'acheteur derrière ça, c'est Al-Walid Ben Talal. On saurait également si le vendeur c'est par exemple McCourt Europe SAS, s'il vend les actions dans OM-SASP qui détient aujourd'hui, logiquement ça devrait être McCourt Europe SAS qui vende cette société-là, à travers la vente des actions dans la société. On aurait sûrement des signataires ou des représentants de cette société-là, par exemple Franck McCourt lui-même peut-être, ou éventuellement un représentant légal qui a été nommé par Franck McCourt, et par les acheteurs éventuellement. On aurait un objet qui est mis en vente, donc on saurait par exemple que l'objet de la cession, ce sont les actions détenues par McCourt Europe SAS dans OM-SASP, auquel cas toutes ces actions-là, elles seraient vendues d'un coup à l'acheteur, on saurait quel est l'objet de la vente. Il y aurait vraisemblablement un prix ou une monnaie d'échange. Alors ça peut être, le prix, ça peut être bien sûr du cash, mais ça peut être d'autres formes de monnaie d'échange éventuellement. Il y a des façons de s'échanger des biens en nature, par exemple, ou éventuellement de reprendre les passifs du club, c'est-à-dire que ce serait l'acquéreur qui s'engage à rembourser les dettes qui ont été accumulées par le vendeur. Ça pourrait être le cas dans le cas d'une entreprise comme l'Olympique de Marseille qui est fortement déficitaire, ça arrive assez souvent. Et puis on peut avoir aussi des clauses d'ajustement du prix. Dans certains cas, alors par exemple, si l'entreprise performe mieux que ce qui était prévu initialement, alors je vous donnerai un petit complément de prix. Si elle performe moins, je récupérerai une partie du prix. Ça peut être une façon de voir des ajustements, mais il peut y avoir des ajustements de prix pour d'autres circonstances éventuellement. Ça, c'est livré à la libre tractation des parties. Donc si l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord pour payer un complément parce qu'il fait beau ce jour-là, si Paris par exemple que le 30 juin il y aura du soleil, ils peuvent tout à fait ajuster le prix pour ça. C'est un exemple, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, c'est pour dire qu'il y a une énorme flexibilité dans la rédaction de ces clauses d'ajustement, dans les autres conditions du contrat de cession. Alors, notamment dans les choses qui sont intéressantes dans les contrats de cession, on en a parlé par ailleurs, il y a des conditions suspensives ou éventuellement des conditions résolutoires. Donc, les conditions suspensives, c'est des conditions qui doivent être satisfaites avant que le contrat devienne effectif. Les conditions résolutoires, c'est des conditions qui doivent être satisfaites, mais qui peuvent être satisfaites après la conclusion de la transaction. Les conditions, par exemple, ça peut concerner la satisfaction d'un audit, il faut qu'il y ait un audit qui soit réalisé. Ça pourrait être dans le cas de l'OM l'acquisition du vélodrome, par exemple, pour les Saoudiens, ça pourrait être une bonne raison pour avoir une condition suspensive tant qu'ils n'ont pas trouvé une solution pour acquérir le club, pour acquérir le stade.
Donc voilà, il peut y avoir toutes sortes de conditions. Là aussi, il y a une grande flexibilité dans la rédaction du contrat. Ce serait possible éventuellement d'inclure là-dedans des clauses comme il faut que les Saoudiens aient acheté d'avions de chasse du gouvernement français. Même si le gouvernement français n'a pas grand-chose à voir là-dedans, c'est factuel. On sait si oui ou non les Saoudiens ont acheté ces trucs-là, et donc ça devient une condition de la réalisation de la vente. Je ne suis pas en train de dire que ce soit le cas, je suis juste en train d'expliquer que ça peut être lié à des événements qui sont extérieurs à l'Olympique de Marseille, extérieurs au principe de la cession. Il peut y avoir des conditions tout à fait diverses qui sont incluses dans ces conditions suspensives ou résolutoires, selon la négociation et l'accord qui est fait entre les parties. Il y aurait des dates dans ce contrat. On aurait la date de la signature du contrat, ça c'est obligatoire. On aurait des dates de période de due diligence ou d'audit, typiquement. On saurait combien de temps l'audit ou la due diligence est autorisé à durer, à partir de quelle date, jusqu'à quelle date. Éventuellement, ça peut varier d'un domaine à l'autre. Donc, par exemple, pour la finance, vous avez 30 jours, mais pour le foot, vous en avez 60, pour donner un exemple. Il y a aussi des dates de processus légaux qui doivent être satisfaits. Il y en a un qui est très important, c'est l'avis du comité d'entreprise. On va y revenir. Donc toutes ces dates-là, elles devraient normalement être spécifiées dans un contrat de cession. Et puis éventuellement, il y a une période de transition qui est précisée. La période de transition, normalement, elle sert à donner un temps pendant lequel les personnes clés, en particulier le management, mais ça peut concerner le directeur sportif, l'entraîneur ou d'autres personnes, elles ont l'obligation de rester au club. Alors cette obligation, c'est le vendeur, donc par exemple Franck McCourt, qui s'engage auprès de l'acheteur, auprès de Al-Walid Ben Talal par exemple, que André Villas-Boas va rester l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Par exemple, hein, je ne dis pas du tout que c'est le cas. Si c'est le cas, normalement, Franck McCourt s'assurerait auprès d'André Villas-Boas que André Villas-Boas veut bien rester pendant cette période-là, quitte à lui donner une grosse prime pour s'assurer que cette condition-là va être satisfaite. Donc c'est possible que ce soit pour Villas-Boas, qui était là à l'époque en janvier-février, où ça se négociait, que ce soit pour Sampaoli, qui est en place depuis, que ce soit pour Longoria, que ce soit pour éventuellement Jacques-Henri Hérault ou un autre membre de la direction de l'Olympique de Marseille, que les Saoudiens considèrent que c'est essentiel que cette personne-là reste pendant une période de transition qui peut durer quelques mois, quelques années, ça dépend, ça peut arriver. Donc, est-ce que Thibaut Vézirian, tu pourrais nous confirmer, sans divulguer forcément l'acte de cession, mais est-ce que tu pourrais nous confirmer que tu as bien ces informations-là, qui sont ce qu'on trouve normalement dans un acte de cession? Est-ce que ces informations-là, tu les as bien toutes en ta possession? Et s'il y a des informations là-dedans qui te manquent, est-ce que tu pourrais nous dire lesquelles? Concernant le processus de due diligence, alors la due diligence, c'est un processus où on va vérifier des informations qui nous ont été données, typiquement. Pour la vente, l'OM ou Franck McCourt ont dû raconter aux acheteurs ce qu'il y avait à l'Olympique de Marseille dans son ensemble. Ils ont dû lui donner éventuellement des chiffres, des données qui sont mesurables et qui doivent être vérifiées. Pendant la période donc, qui suit l'accord de principe, le plus vite possible, les acheteurs vont essayer d'étudier toutes les informations qui existent sur la gestion, sur les aspects juridiques, concernant le sportif, concernant le staff, concernant les contrats avec les médias, les sponsors, le merchandising, les rapports qu'il peut y avoir avec OM Association pour le centre de formation, avec les agents des différents membres du staff, toutes les questions qui concernent le staff non technique, le staff administratif, tout ce qui est le management, les ressources humaines, les questions qui concernent le comité d'entreprise, on va y revenir, les actifs immobilisés, les équipements du club, notamment la commanderie dont on sait qu'elle appartient à l'Olympique de Marseille, mais pas le vélodrome qui n'y appartient pas. Mais par contre, ça peut concerner le contrat de concession qui permet à l'Olympique de Marseille d'occuper le vélodrome et de l'utiliser comme stade. Les partenaires de l'OM, les relations avec l'administration, la Ligue. Donc là, l'acheteur va vraiment rentrer dans le détail et étudier tous les documents de manière très précise, en général en s'appuyant sur une équipe de consultants. Et c'est vraiment un travail complètement transversal avec l'accès à toutes les informations possibles et imaginables concernant l'entreprise au maximum possible et dans un temps qui est quand même assez limité.
en général, et ça arrive très vite après un accord de principe pour une acquisition ou une cession, quelle que soit l'entreprise. Ça c'est pas forcément la nature de ce qu'on recherche, c'est un peu différent puisqu'il n'y a pas une équipe de football et un centre de formation dans la plupart des entreprises. Mais sinon, le principe de base d'aller chercher toutes les informations disponibles et de les étudier le plus précisément possible, c'est évidemment dans l'intérêt de l'acquéreur et donc ça se fait tout de suite. Alors, est-ce que donc Thibaut pourrait nous confirmer déjà si ce processus de due diligence il s'est conclu, maintenant ça fait longtemps, si les conditions suspensives qu'il pouvait y avoir sont levées, à quoi consiste la période de transition, et puis éventuellement, s'il a des informations là-dessus, est-ce que il y a des membres de l'équipe dirigeante ou des personnes clés qui ont été retenues par les Saoudiens et qui ont vocation à rester après le départ de McCourt, après l'officialisation, ou est-ce qu'au contraire, il y en a qu'on peut identifier comme étant sur la sellette et devant partir dès que l'officialisation est conclue. Alors, dans un processus d'acquisition d'entreprise, il y a des choses, ça c'est encore générique, hein, c'est des trucs qui se passent quand on a une acquisition, voire une fusion entre deux entreprises. Quand on a une acquisition d'entreprise, il y a beaucoup de questions qui sont posées par l'acheteur, notamment pour répondre au processus de due diligence. C'est une période qui peut être très éprouvante pour le moral des salariés parce que l'environnement de travail est difficile, surtout qu'en plus, il y a la menace d'un possible plan social en général avec la possibilité de perdre son emploi, pour le management d'être remplacé par quelqu'un qui convient mieux à la nouvelle direction. Donc c'est des moments difficiles pour les travailleurs et qui peuvent éventuellement avoir une perte de motivation ou des trucs comme ça. Du coup, les acheteurs qui sont en train d'acheter une entreprise pour la faire marcher bien, avec des salariés qui sont motivés et qui travaillent dur, n'ont absolument pas intérêt à prolonger ce type de période plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire. Donc la période de due diligence, voire la période de transition, elles sont vraiment réduites dans le temps au maximum. Ça ne dépasse rarement les 3 mois. La nécessité de multiplier les contacts au sein de l'entreprise fait qu'on ne peut pas faire la due diligence de manière confidentielle. Donc c'est seulement une fois qu'il y a un accord de principe et en général une publication qui concerne cet accord de principe qui fait qu'on officialise en quelque sorte le processus, que le processus de due diligence commence vraiment sérieusement. Avant ça, c'est très difficile d'impliquer tous les employés de l'entreprise pour répondre à des questions sans leur expliquer ce qui s'y passe. Donc c'est vraiment un processus qui ne se passe uniquement après un accord de principe et avant, en général, la conclusion, l'officialisation de la vente. Et entre les deux, il se passe rarement plus de 3 mois. Alors pourquoi là, on est sur une fusion-acquisition, si j'ai bien compris le terme utilisé par Thibaut, donc un processus qui est très long, qui durerait plus d'1 an. Pourquoi est-ce que les Saoudiens ont un intérêt à maximiser ce temps de transition? Pourquoi est-ce qu'ils dérogent à la règle de base selon laquelle normalement on essaye d'aller très vite pour éviter ce que j'expliquais avant? Et accessoirement, quand est-ce qu'il y a eu la réunion du comité d'entreprise qui doit obligatoirement émettre un avis? Alors justement, l'avis du comité d'entreprise sur les opérations de cession, il y a des aspects sociaux qui sont obligatoires pour respecter le calendrier. Donc je suis allé vous dénicher un article dans je ne sais plus quelle revue, mais en tout cas un article d'un avocat concernant les consultations des représentants du personnel. C'est obligatoire dans le cadre d'un acte de cession. C'est l'article 2312.8 du Code du travail. C'est obligatoire pour toutes les entreprises où il y a plus de 50 salariés. La consultation, elle nécessite que le CSE soit informé. Donc, ils reçoivent une note détaillée et écrite des informations concernant l'opération. La consultation, elle doit être préalable à la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire qu'on doit encore pouvoir arrêter la cession de l'entreprise ou l'opération qui est en train d'être avalisée par le CSE. On ne peut pas les consulter une fois que c'est fait et qu'on ne peut plus faire marche arrière. Donc il faut forcément qu'il y ait des manières de revenir en arrière si le CSE n'est pas d'accord. Et donc forcément, on ne peut pas signer un accord de cession sous condition suspensive de l'obtention de l'avis. L'accord peut être signé en disant on a un accord de principe si jamais le CSE il est d'accord, mais si le CSE n'est pas d'accord, l'accord il est à jeter à la poubelle.
En 2016, par exemple, on a vu qu'il y a eu un accord de principe en août, il y a eu un avis favorable du CSE qui a été annoncé quelques semaines après. D'ailleurs, ils ont 4 rendez-vous pour arriver à cet avis favorable quand même, donc il y a eu du boulot qui a été fait. Et changement des dirigeants qui a été effectif environ 6 semaines après ça, et qui était le moment en gros de l'officialisation et de la transition du coup, vers l'équipe Jacques-Henri Hérault après l'équipe précédente dont j'ai oublié les noms. Euh, le comité d'entreprise de l'OM a donc validé la candidature de McCourt. Donc là, je vous ai aussi sorti un article de septembre 2016. Donc voilà, ils ont juste donné leur aval, ils ont dit qu'ils étaient d'accord et c'était obligatoire. Et donc, une fois que c'est fait, ça, il ne reste plus que quelques semaines pour y arriver. Donc là, il faudrait comprendre avec Thibaut si le CSE de l'OM a été consulté concernant la vente du club. Et sinon, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler? Comment ça a pu être contourné? Alors, il y a beaucoup de personnes apparemment qui sont informées de la vente, notamment si j'écoute Thibaut, des joueurs avec, je suppose, leurs agents et leurs proches, puisque ça semble rentrer dans des considérations de négociation de contrat. Il y a forcément le management du club et les autres personnes qui sont impliquées dans la due diligence du côté club. Il y a des responsables politiques, puisque Thibaut nous a dit qu'au niveau local, régional, national, et si j'ai bien compris, même au niveau géopolitique, il y a il y a des personnes qui sont consultées pour parler de la vente de l'Olympique de Marseille. Je pense que les Américains doivent être assez affolés d'ailleurs de savoir que les dirigeants français se mêlent des affaires des entreprises privées comme ça en France. Ça doit leur hérisser le poil, ils doivent nous prendre vraiment pour des communistes si c'est le cas. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais bon, c'est intéressant. Il y a des consultants externes qui sont impliqués dans les processus de due diligence. On fait venir des auditeurs, on fait venir des consultants techniques qui vont savoir mesurer si les ballons sont bien gonflés ou d'autres questions plus techniques, sûrement beaucoup plus sophistiquées que ça. On a des représentants des acheteurs et des vendeurs, donc les signataires, ça peut être des avocats, ça peut être des gens comme ça peut être des agents ou représentants des dirigeants. On en aura pour chacun des membres du consortium, donc ça veut dire non seulement le PIF si jamais ils sont là, mais s'ils ont l'équivalent des Reuben Brothers, qui sont les co-investisseurs qu'ils ont trouvés pour Newcastle, et ben il faudra que ces gens-là aussi ils aient des représentants et qu'on les voit apparaître sur les actes de cession ou des trucs comme ça. Il y a les autorités nationales de la DNCG, vraisemblablement s'il y a eu un contrôle du changement d'actionnaire et de la LFP qui sont au courant. Il y a forcément certains journalistes d'investigation indépendants comme Thibaut Vézirian, il y en a quelques autres qui ont évoqué des questions de vente OM, pas toujours dans les mêmes termes que Thibaut, je dois préciser, mais qui en ont parlé aussi. Puis il y a tout un tas d'insiders qui ont des informations confidentielles sur la vente, on les croit ou pas, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes qui sont intéressées, mais pourtant ça sort pas dans les médias d'envergure, ça sort pas dans le Figaro, ça sort pas dans Le Monde, ça sort pas dans l'équipe. C'est c'est des journaux qui pourtant devraient s'intéresser à cette question-là parce que ça fait vendre du papier. On voit bien que ça intéresse beaucoup de gens, notamment à Marseille. Et pourtant, on n'a pas d'éditeur qui passe derrière et qui révise ce contenu-là. Alors justement, l'éditeur, alors je sais que l'indépendance et la légèreté de YouTube plaît à beaucoup de gens, mais l'intérêt d'avoir un éditeur, un journal qui a une réputation mondiale, c'est que le journaliste, il peut protéger ses sources confidentielles, que l'éditeur, il va quand même aller vérifier que les sources confidentielles, elles existent bien, mais il va le faire discrètement, sans forcément donner d'informations précises, et puis il a des manières de travailler pour préserver la confidentialité de ces sources-là. Et ensuite, l'éditeur, quand il va publier dans l'équipe, dans le Figaro, dans le Monde, dans un journal prestigieux à l'échelle nationale, locale ou régionale, quand il va publier cette information-là, en fait, il y donne sa crédibilité. En lui disant, ben, moi j'ai vérifié cette information-là, je suis prêt à mettre le nom de mon journal derrière les informations produites par ce journaliste-là,
parce que les informations qui sont marquées comme étant confidentielles, les sources qu'il vous a pas données, moi je les ai vues. Et ça, c'est le travail de l'éditeur. C'est de te rassurer quant au fait que quand il y a des sources qui sont un peu cachées, un peu confidentielles, eh ben, elles existent quand même et elles ont bien été vérifiées. Et lui, il met en jeu la crédibilité de son journal pour ça. Alors Thibaut, avec toutes ces informations-là, moi j'aimerais bien comprendre pourquoi ces informations confidentielles, elles ne sont pas partagées publiquement avec des médias prestigieux, par les joueurs, par les entourages des joueurs, par les salariés du club, par des consultants extérieurs, par les agents, par d'autres personnes qui peuvent avoir accès à ces informations-là. Tu nous as d'ailleurs bien expliqué que Bakambu n'aurait pas signé à l'OM s'il n'avait pas su que la vente était effective. Du coup, pourquoi est-ce que Bakambu n'est pas pris son micro pour dire je suis content de venir à l'OM avec ce beau projet proposé par les Saoudiens? Il y a un moment, je vois pas ce que ça lui coûte à lui de dire ça, si c'est vraiment ça sa motivation. Pourquoi est-ce que les Saoudiens ils laissent McCourt et ses dirigeants, dont Longoria, être les principaux représentants du club à ce stade, si c'est leur argent, leurs joueurs, leur stratégie qui est en train de mettre mise en œuvre? Ça me paraît étrange de bien vouloir mettre l'argent et de ne pas vouloir prendre le crédit qui en découle et la bonne image qui en découle. Donc voilà, donc Thibaut, j'attends tes réponses. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de vive voix la prochaine fois, puisque comme toi comme moi, je crois qu'on est prêt pour cette conversation-là.